Alors, déjà en introduction, vraiment, bon, un grand merci à celles et ceux qui m'ont précédé, sur la qualité des interventions et je vais vraiment, rebondir, sur ce qui a pu être dit et puis, comme il a été mentionné, le but aussi, de ce premier événement, c'est, de lancer officiellement, la création du premier groupe de travail, hein, du CERCES, hein, qui va être, consacré à la question de la normalisation extra-financière. Donc le but de ce groupe de travail et comme les autres groupes de travail qui vont apparaître au fur et à mesure dans le CERCES, c'est de, permettre déjà, aux adhérentes et aux adhérents, intéressés, de travailler sur une problématique donnée. Ces groupes, auront en fait aussi un noyau, on va dire scientifique, pour pouvoir justement alimenter, les débats et donc avoir, le travail, hein, de ces groupes, va être, hein, de permettre donc d'avoir une analyse, technique et critique, de permettre, hein, aux adhérentes et aux adhérents, de pouvoir avoir de l'information, de pouvoir discuter sur des, enjeux donnés et aussi de mieux appréhender les positions derrière le CERCES et d'être force à la fin, de propositions. Donc les groupes de travail aussi auront pour, finalité de produire des notes, diverses et variées en fonction, des besoins et des apports, de tout un chacun. Donc encore une fois avec, à la fois l'apport, des adhérentes et adhérents et un apport, scientifique dans chaque, groupe constitué. Alors donc je vais, dans cette, dernière partie, comme je le disais, rebondir sur, un certain nombre d'interventions, et voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le projet du CERCES? Qu'est-ce qu'il y a derrière CARE? Comment ça s'inscrit, dans cette, compréhension, cette conceptualisation complexe entre ISSB, normalisation européenne et cetera. Ça permettra aussi, de faire un écho avec les 2 autres événements à venir dont on a commencé à parler, hein, dans le cycle normalisation extra-financière. Donc le deuxième événement sera sur la double matérialité, donc on a commencé beaucoup à parler et j'y reviendrai un peu. Alors qui aura lieu le 10 juin, contrairement à ce qui a été annoncé, c'est pas le 27 mai qui est en fait le pont de, l'Ascension mais donc ce sera le 10 juin, on enverra, des informations dessus et puis, donc la dernière, dernier événement du cycle, hein, qui aura lieu donc, c'est fin juin, sur la normalisation européenne elle-même. Alors, par rapport à ce qui a pu être dit, en fait, hein, si j'essaie de regrouper en fait dans un même geste en fait ce qui a pu être émis comme, avis sur, l'origine de l'ISSB, donc, l'IASSB et les IFRS et ce qui est aussi mais d'un autre côté, ce qui est au cœur du projet européen, sur une vision donc, on va dire d'Europe continentale, hein, sur laquelle, se basent, notamment les normes comptables françaises historiques. En fait, on se rend compte que ce clivage entre ces 2 approches, et là d'un point de vue purement financier, revient à quelque chose que, par exemple, Hubert Rodari a pu, évoquer, qu'on appelle en fait la révolution de la finance néoclassique dans les années 60. Alors, je vais faire un petit, résumé de ces questions-là parce que, encore une fois, ça a été abordé, très largement. Et là, je veux revenir sur des points extrêmement saillants et qui posent un problème dans, les débats actuels sur l'extra-financier, au niveau de l'ISSB et dans le débat au niveau de la normalisation européenne. En fait, le terme, néoclassique, économie néoclassique correspond à la vision actuelle dominante, mainstream, de l'économie. Cette vision de l'économie est arrivée à la fin du 19e à peu près, et a commencé à vraiment inonder toute la pensée d'abord économique, ensuite la pensée financière et même la pensée sociologique. Et ce qu'il y a, c'est que donc cette vision extrêmement dominante reste très peu comprise, malheureusement, et même donne l'impression qu'on ne peut pas faire autrement avec, le fameux «there is no alternative», hein, et pourtant, justement, elle est extrêmement particulière. Et donc, je veux revenir sur certains fondements de ce qu'on appelle donc l'économie néoclassique, sur laquelle se basent les IFRS historiquement, se base aussi l'ISSB et une énorme partie de la réflexion sur le financier et l'extra-financier au niveau mondial.
En fait, les hypothèses, on peut les résumer très, très schématiquement en disant que, premièrement, les agents économiques qui sont considérés sont uniquement des êtres humains, qui sont pris individuellement, c'est-à-dire que c'est des individus un à un. Il n'y a pas réellement de société qui existe, et chaque individu cherche à maximiser son propre bien-être. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce qu'est le bien-être d'un individu. En fait, c'est une vision très utilitariste du bien-être. J'insiste énormément sur ce point. Deuxième grande hypothèse, enfin, qui est conjointe avec la première hypothèse, c'est que les entreprises en fait, n'existent pas. Ce sont de simples fictions. Et la seule chose qui existe, c'est la société des actionnaires propriétaires qui cherchent à maximiser leur bien-être, exprimé comme la maximisation de leur profit. C'est-à-dire qu'il n'y a que des êtres humains individuels qui, de temps en temps, en fait, se regroupent pour gérer des actifs, et c'est ça qu'on va appeler une entreprise. Mais l'entreprise n'existe pas en tant que projet collectif. Et puis, un point central qui a été largement rappelé, c'est qu'il y a un postulat fondamental sur la notion de marché. Et l'économie néoclassique est la seule économie à faire, cette seule théorie économique à faire cette hypothèse très, très importante, c'est qu'on considère qu'il peut exister un marché en concurrence parfaite, donc avec une égalisation entre l'offre et la demande, complet. Alors, la notion de complétude est aussi centrale, c'est-à-dire qu'on considère que l'intégralité des relations entre les individus peut, d'une façon ou d'une autre, en tout cas en théorie, être médiatisée par un marché. C'est-à-dire qu'on peut créer un marché sur toute relation interindividuelle. Et que donc ce marché en concurrence parfaite et complet est convergent, c'est-à-dire qu'il y a des prix qu'on appelle d'équilibre, qui sont des prix parfaits, qui assurent cette, justement, concurrence parfaite. Donc, ce sont des hypothèses extraordinairement fortes sur le marché. Et on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi adopter des hypothèses aussi fortes, sachant qu'il y a extrêmement peu de chances que ça marche dans la réalité? En fait, là encore, je rebondis sur ce qui a pu être dit. Eh bien, c'est parce que c'est très pratique, d'un point de vue théorique, de raisonner comme ça, et notamment, pardon, il y a eu, et ça a été vraiment un des renforts extrêmement importants conceptuellement pour imposer en fait cette vision de l'économie, ce qu'on appelle les théories du bien-être, théorèmes du bien-être, pardon, qui sont considérés en économie comme étant parmi les apports conceptuels les plus importants de l'histoire économique, qui sont très peu connus, mais qui ont justifié complètement le raz-de-marée en fait, de l'approche néoclassique en économie. En fait, il a été démontré mathématiquement que si, en fait, justement, on a un marché qui est complet, c'est-à-dire que toutes les relations entre individus peuvent être médiatisées par un marché, l'équilibre de marché est équivalent à une allocation optimale des ressources. Allocation optimale, en fait, qui est basée sur la notion de bien-être des individus. Pour le dire de façon très directe et schématique, c'est qu'on a réussi à démontrer que si on satisfait toutes les hypothèses donc, sur le marché que j'ai dites, alors un équilibre de marché, avoir des prix de marché à l'équilibre, c'est équivalent à avoir la meilleure façon d'allouer des ressources de tout un chacun pour garantir leur bien-être sur une base utilitariste. Donc, ça veut dire que dans cette vision-là, si on fait un effort pour accepter la vision néoclassique, on a un moyen extrêmement puissant par simplement donc, un équilibre de marché pour garantir le bien-être de tout un chacun et une allocation optimum donc, des ressources. Alors, tout ça permet en fait d'organiser l'économie de façon totalement décentralisée. C'est-à-dire qu'il suffit de laisser faire le marché. Et la seule chose que l'État, dans cette vision-là, doit faire, c'est lutter contre les défaillances de marché, c'est-à-dire ce qui fait que le marché n'est plus complet, c'est-à-dire qu'il y a des interrelations qui ne passent pas par le marché, et qui fait que le marché, en fait, n'arrive pas à une concurrence parfaite. À partir de cette vision, tous en fait, les phénomènes sociaux vont être relus sous un angle néoclassique. Et notamment, dans les années 60, tout cela va arriver vraiment dans le monde de l'entreprise et de la finance. Donc, l'entreprise va commencer à être vue comme devant simplement maximiser donc, le profit des actionnaires. On va raisonner avec l'hypothèse d'un marché totalement efficient, donc en concurrence parfaite, potentielle et complète, potentiellement complète. Et donc, c'est toute l'industrie financière qui va être expliquée sur la base de la valeur de marché, c'est-à-dire cette vision d'une valeur objective d'un équilibre parfait de marché. Dans cette vision-là,
l'entreprise va devoir battre le marché pour exister. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est simplement un choix d'investissement, c'est un regroupement d'actionnaires qui doivent essayer de faire aussi bien, voire mieux, que ce que le marché est capable de faire en termes d'allocation de ressources. Donc, comme le marché, c'est ce qui permet d'allouer les ressources de façon optimale, si vous voulez faire une entreprise, il va falloir montrer que l'entreprise peut faire mieux que cette allocation. Et vous voyez que là, il y a déjà un peu une incohérence. Et donc, en fait, la seule chose que l'on va, qui va ce qu'on voit, c'est que le marché, du coup, va être aussi opposé, va être en dehors des entreprises. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde où ce n'est plus les entreprises qui font le marché, c'est le marché, une sorte d'entité totalement qui plane quelque part, qui va conditionner l'existence des entreprises. Et dans cette vision-là, on va appliquer ce qu'on appelle la théorie de l'agence, qui va émerger dans les années 60-70, qui va expliquer les relations internes dans l'entreprise. Pour le dire schématiquement, la théorie de l'agence, elle conditionne en fait les relations internes de l'entreprise entre les gestionnaires et les actionnaires sur l'idée suivante, c'est que la bonne finalité de l'entreprise en tant que société des actions propriétaires, c'est de maximiser le dividende des actionnaires. Et les gestionnaires ne peuvent pas forcément n'ont pas forcément cette finalité en vue. Les gestionnaires peuvent vouloir accroître leur pouvoir simplement. Et ça, ce n'est pas bien, entre guillemets. Ce n'est pas la bonne finalité. Donc, dans ce cas-là, il va falloir être en mesure de réaligner ce que font les gestionnaires sur les attentes des actionnaires. Et donc, la théorie de l'agence, c'est une théorie de la défiance. C'est la théorie de la défiance entre l'idée qu'on a des actionnaires propriétaires qui veulent, en fait, qui se regroupent pour essayer de battre le marché. Et vous avez des gestionnaires qui gèrent leurs actifs à leur place. C'est une délégation de gestion qui n'ont pas les mêmes objectifs et il va falloir recadrer en permanence les gestionnaires pour les aligner sur les attentes des actionnaires. Donc, c'est une défiance permanente. Et donc, tout le processus de compréhension de la vie de l'entreprise va être sur cette défiance permanente. Et donc, on va mettre en place des instruments d'incitation, comme les stock options, qui vont permettre en fait de faire des gestionnaires des pseudo-actionnaires et des systèmes de contrôle. Et c'est dans cette vision-là que la comptabilité va être réinterprétée. La comptabilité, en fait, dans cette vision de la théorie de l'agence et de la défiance, va être vue dans un angle totalement nouveau, et je reviendrai là-dessus. Donc vraiment, c'est une vision qui n'a pas du tout eu lieu avant, qui est en fait de faire en sorte de contrôler ce que le gestionnaire fait au regard des attentes de l'actionnaire. Donc, la comptabilité, elle va devoir communiquer une information fidèle à l'actionnaire de ce que fait le gestionnaire en comparant les décisions en fait, prises par les gestionnaires à la réalité du marché et au gain potentiel pour l'actionnaire. Donc, c'est un outil de contrôle pour en fait, garantir que le gestionnaire revienne bien en alignement sur les actionnaires. La comptabilité doit répondre à la question « Qu'est-ce que les gestionnaires peuvent apporter en retour sur investissement aux actionnaires ?» Donc, toute cette vision comptable qui va donc s'imposer à partir des années 60, et j'insiste, à partir de là, pas avant, en fait, repose sur le principe donc, de l'image fidèle, qui est donc la fidélité de ce que fait le gestionnaire pour garantir le contrôle par les actionnaires. Le principe dit de la valuation, c'est-à-dire qu'on va avoir un primat sur les événements économiques de marché. Le marché a raison, il a une valeur objective qui permet d'allouer de la meilleure façon les ressources. Donc, le marché a toujours raison. Et donc, on va être sur la théorie de la valeur qui est la juste valeur, la mesure de la valeur de marché réelle ou théorique. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, on va dire si donc le marché actuellement, à un instant T donné, n'est pas en concurrence parfaite et n'est pas complet, mais on suppose qu'il pourrait l'être, donc on peut calculer une juste valeur théorique. Et donc, la finance, quant à elle, elle doit permettre de valoriser objectivement les prix d'équilibre de la valeur des marchés, c'est-à-dire des titres, et d'évaluer les risques pour l'actionnaire. C'est-à-dire que la finance va être repensée, et j'insiste sur le repenser, sous un angle de comment est-ce qu'on peut structurer la valeur fondamentale, la valeur objective des titres d'une société, si donc on suppose qu'on a un marché des titres, quels que soient les titres, actionnaires ou obligataires d'ailleurs, qui est donc en concurrence parfaite et sur un marché complet. Et donc, la question, c'est est-ce qu'un marché se comporte véritablement comme ça, notamment? Est-ce que toutes les hypothèses qui sont derrière la vision néoclassique sont réelles? La réponse est clairement non. Alors, je donne
un schéma que j'aime bien, qui d'ailleurs a été, donc qui vient de l'International Herald Tribune, qui avait été fait en 89. En fait, c'était pour une réflexion sur la crise boursière de 87, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, puisque la crise boursière 87, de 87 est arrivée après donc la mise en place de cette vision néoclassique. Et donc, a priori, tout devait fonctionner correctement, et en fait, ça n'a pas fonctionné correctement. Et donc, c'est pour montrer, en fait, alors les diapositives seront communiquées, vous pourrez le voir, mais c'est juste pour montrer que les marchés sont fondamentalement irrationnels, sont fondamentalement basés sur de l'humain, sont fondamentalement basés, en fait, sur des choses qui ne sont pas forcément prévisibles. Vous n'avez pas, en fait, des convergences de prix, vous n'avez pas des concurrences qui sont parfaites, etc., etc., etc. Et alors, ce qui se passe, c'est que, je dirais la bonne nouvelle, entre guillemets, mais qui est un peu oubliée malheureusement, c'est que toute cette vision néoclassique n'a jamais en fait été structurante dans la pensée de l'entreprise et de la finance. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est arrivé, cette vision néoclassique, très tardivement, et qui finalement en fait s'impose, mais s'impose par le haut, c'est-à-dire que toute la réalité, l'économie réelle ne fonctionne pas comme ça. La vision traditionnelle, elle part du principe que la finance, déjà, son but, c'est d'allouer de l'excédent d'épargne aux entreprises. Et en ne supposant absolument pas que les marchés sont parfaits, et en supposant que toutes les transactions sont uniques et spécifiques. Donc, il s'agit juste de ramener de l'épargne dans les entreprises pour faire fonctionner les entreprises. La comptabilité, dans ce cadre-là, n'est absolument pas basée sur la théorie de l'agence, n'est absolument pas basée sur la défiance. La question, c'est de savoir, on apporte de l'argent à l'entreprise, qu'est-ce que le gestionnaire fait avec cet argent? Donc, on va avoir un focus sur la production, sur l'intérieur de l'entreprise et sur la possibilité de rembourser l'argent à terme. Donc, c'est vraiment, en fait, alors, c'est ce qu'on appelle la théorie du stewardship, c'est-à-dire une sorte de gouvernance basée sur une bienveillance, en fait, le stewardship, qui est de dire, on fait confiance au gestionnaire, on veut juste regarder comment, en fait, le gestionnaire va prendre l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent dans l'entreprise et est-ce que donc l'argent peut être remboursable. Et là, dans cette vision-là, le but de l'entreprise est totalement multiple. La première chose, c'est de pouvoir rembourser à terme, de garantir le remboursement à terme des fonds apportés. Ça, c'est la base, qu'on appelle la solvabilité. De bien gérer l'argent apporté, mais sur une vision long terme. C'est-à-dire que dans cette façon de concevoir les choses traditionnellement, il va y avoir une idée de stabilité dans le temps des entreprises, des gains. Et donc, on va avoir un focus sur l'entreprise, le gestionnaire et des gains à long terme. Donc, le fondement de cette approche est très, très simple et totalement en opposition avec la vision néoclassique. Le fondement est de dire, vous avez des acteurs qui avancent des fonds, ce qu'on va appeler le capital en tant qu'argent, et ces fonds avancés s'appellent des dettes. Donc, les dettes, c'est des avances. Avance égale dette, dette égale avance. C'est un point central et tous les acteurs sont sur le même niveau, que ce soit des actionnaires, que ce soit des banques, que ce soit des fournisseurs. Quand les fournisseurs accordent des dettes fournisseurs, c'est-à-dire en fait, ils accordent en fait une sorte de prêt déguisé. Donc, tous ces acteurs apportent des fonds qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner. Donc, on a en fait l'entreprise qui existe en tant que telle, il y a une raison d'être, c'est un projet collectif. Elle capte des capitaux de façon diverse et variée. Et donc, on veut savoir comment l'entreprise fonctionne grâce à ces capitaux. Donc, ces fonds sont employés, donc ces avances sont employées et consommées pour l'exploitation de l'entreprise. Et donc, on a une nécessité de pouvoir rembourser ces fonds à terme. Donc, c'est le principe de conservation, de protection, de préservation du capital apporté. Donc là, c'est vraiment le fondement, vraiment fondamental du fonctionnement de la vision traditionnelle qui s'oppose radicalement à la vision néoclassique de l'entreprise. Donc, dans cette vision-là, on est sur un principe dans la comptabilité qui n'est pas de l'image fidèle, mais du reliability, c'est-à-dire il faut avoir une information crédible. Les chiffres ne peuvent pas être objectifs, il n'y a pas de valeur objective, ça n'existe pas. Par contre, on doit garantir la crédibilité du chiffre, c'est-à-dire est-ce que le chiffre est vérifiable dans sa construction. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe du measurement, c'est-à-dire qu'on ne va plus être sur un focus sur la valeur économique, mais sur les transactions dans leur spécificité et leur unicité, et sur les conventions internes des entreprises. Par exemple, c'est comme ça qu'on va développer la notion d'amortissement, qui est une convention interne des entreprises. On a un focus sur ce qui se passe réellement dans les entreprises. Et la théorie de la valeur, c'est le principe du coût qui est totalement naturel, puisque l'idée, c'est de dire on apporte de l'argent, comment il est employé, comment ça permet de faire tourner l'entreprise. Donc, on va regarder en fait le coût
c'est-à-dire la consommation de cet argent pour faire tourner l'entreprise et pour savoir ce que l'on a à rembourser. Donc, c'est pour ça que le principe du coût découle de cette vision-là. Et alors ça, c'est un point essentiel en comptabilité, c'est que le principe de la valeur, la théorie de la valeur en comptabilité découle des structures, des principes fondamentaux des approches comptables. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette vision du fonctionnement traditionnel à la fois des entreprises et de la finance est absente de la plupart des théories économiques. Alors évidemment, la théorie néoclassique, puisqu'elle est en opposition totale, mais même si vous prenez les grandes théories économiques, que ce soit keynésienne, marxiste, l'école autrichienne, etc., ne reposent pas sur la réalité de tous les jours du fonctionnement et du fonctionnement traditionnel des entreprises. Et alors, j'insiste là-dessus parce que du coup, ça veut dire aussi qu'il y a une nécessité peut-être de refonder une théorie économique sur des bases comptables traditionnelles. C'est un point dans les débats actuels sur, là on parle donc de l'ISSB, on parle de la finance et de cette question de la financiarisation de l'économie, de la financiarisation de l'extracte financier. En fait, il faut savoir que même en amont, les grandes théories économiques et les grandes théories financières ne sont pas fondées en fait sur la réalité de ce qui se passe dans la vie des entreprises. En fait, on a une dissociation, une disjonction complète entre la réalité des entreprises et la façon dont les théories économiques vont comprendre de façon macroéconomique les choses. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que dans beaucoup de théories économiques, l'entreprise apparaît comme un simple point, une sorte de chose, où elle n'apparaît pas, comme une fiction dans la vision néoclassique. Donc, il y a en fait vraiment, l'entreprise reste un impensé dans énormément de visions économiques. Et donc, on peut dire que d'une certaine façon, la comptabilité a été progressivement économicisée. Elle a été transformée par une économicisation. Et donc, la première chose qu'on peut éventuellement penser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt comptabiliser l'économie? Et c'est ça, entre autres, c'est un des éléments, c'est un des axes qu'il y a derrière le projet CARE. Alors, je vais préciser ce point-là, qui est très important par la suite. En fait, on peut, quand on parle, là, les termes que j'utilise ne sont pas des termes forcément conventionnels, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en fait des approches totalement différentes quand on va sur une vision de comptabilité, de sciences de gestion, sur une vision en fait économiste, on va dire, économiste. La vision économiste qu'on retrouve dans la plupart des grandes théories économiques, que ce soit néoclassique, mais pas que, encore une fois, keynésienne, marxiste, de l'école autrichienne, en fait, ont des spécificités assez conjointes qu'on peut résumer de la façon suivante. Alors, on va les retrouver de façon plus ou moins forte selon les théories, mais on les retrouve assez régulièrement. Premièrement, on va avoir une orientation vers les résultats quantifiables. Et ces résultats quantifiables sont pris comme objectif indépendamment de la manière dont le résultat doit être atteint. Donc, on va avoir un focus sur les résultats quantifiables. Il va y avoir aussi une prise en compte des modèles mathématiques comme fondement des approches scientifiques. En fait, science égale modèle mathématique. Et donc, l'approche scientifique de l'action humaine va être énormément mathématisée dans beaucoup de théories économiques. Il va y avoir une difficulté à se saisir de l'incertitude radicale. Ça a été d'ailleurs évoqué par Hubert Rotary, puisque l'incertitude radicale, c'est en fait la vie de tous les jours, c'est ce qui n'est pas en fait probabilisable, on n'a pas de probabilité, ce qui n'est pas statistiquement évaluable. Et de façon très intéressante, il y a un auteur qui s'appelle Knight qui écrivait au début du XXe siècle que en fait, l'incertitude radicale, celle qu'on ne peut pas saisir par des probabilités, par des statistiques, c'est la réalité de tous les jours des entrepreneurs. Et c'est exactement ce que la plupart des théories économiques ne peuvent pas en fait saisir. Donc, il y a vraiment une divergence de fond. Et dernier point, c'est que dans la plupart des visions économistes, en fait, on suppose une certaine rationalité dans le choix des acteurs a priori. Et donc, à partir de là, le processus organisationnel, le processus des activités humaines s'efface devant cette rationalité. Pour le dire autrement, c'est qu'on va supposer que les acteurs sont prédéterminés par des choix qu'on va dire rationnels. Et donc, on va évaluer si une action est bonne ou mauvaise, si elle échoue ou si elle réussit, en fonction de cette rationalité prédéterminée. Le meilleur exemple, c'est Homo economicus. On va considérer que tout individu, rationnellement, doit choisir, c'est imposé quasiment, c'est prédéterminé, doit choisir ce qui maximise son bien-être sur un point de vue utilitariste. En fait. La vision comptable, elle, classiquement, historiquement, repose sur des a priori totalement différents. Premièrement, en fait, elle n'est pas orientée vers une appréhension simplement des résultats, mais sur la compréhension de tout le déroulé du processus. Ça, c'est un point déjà essentiel.
il ne va pas y avoir une limitation au modèle mathématique pur, en fait, simplement parce que souvent, il y a des mesures qui ne sont pas disponibles et qu'il y a souvent énormément d'options qui ne sont pas non plus très claires. Donc, la mathématisation n'est pas quelque chose qui est central. Elle peut être utilisée largement, mais elle ne se substitue pas à la compréhension de l'organisation. Et puis, surtout, sur la rationalité, il ne va pas y avoir une présupposition sur une quelconque rationalité des acteurs. Ça, c'est un point essentiel aussi. En comptabilité, classique, on ne présuppose pas que les acteurs vont avoir des choix conditionnés par la maximisation de leur utilité ou des choses comme ça. En fait, on se concentre sur qu'est-ce qui se passe dans l'activité. L'activité est l'unité d'analyse de la comptabilité. C'est le processus organisationnel qui prédomine sur l'analyse économique. Donc, le but recherché n'est pas une rationalité économique, mais une structuration vraiment des activités humaines pour qu'elles arrivent à fonctionner. Et donc, en fait, ça permet de relire l'économie sous un angle totalement inversé. Et j'insiste un peu là-dessus parce que, en fait, ces idées-là sont même au fondement de la comptabilité sociale et environnementale. Je vous cite ici un article qui est considéré comme un des articles fondateurs de la comptabilité sociale et environnementale qui date de 70. Donc, c'est The Challenges of Socio-Economic Accounting. Et l'auteur explique que, étant donné qu'on va avoir un accroissement des standards de vie, il peut être désirable, souhaitable pour les entreprises de permettre et d'encourager certaines inefficacités économiques de façon à rencontrer, de pouvoir prendre en compte certains besoins psychologiques et sociaux. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que, là, donc l'auteur en fait parle du fondement de la comptabilité socio-environnementale. La comptabilité socio-environnementale, elle n'est pas là pour permettre des efficacités économiques, point essentiel. Elle n'est pas là pour encourager des efficacités économiques. Elle est là, en fait, pour prendre en compte des besoins sociaux. Et si ces besoins sociaux créent, en tout cas temporairement, des inefficacités économiques, ce n'est pas le problème. En fait, c'est à l'économie de s'adapter. Ce n'est pas à la comptabilité de s'adapter. Et donc, c'est ça qui va être totalement différent avec les IFRS et avec l'ISSB. Et c'est ça que j'appelle l'économisation, c'est-à-dire que là où traditionnellement, c'est la comptabilité qui donne le là, qui impose une vision des choses, qui fait que c'est l'organisation et le processus des activités qui guident la façon de penser l'économie, il va y avoir un retournement à partir des années 60 en disant que c'est l'économie qui va imposer les choix à la comptabilité, aux résultats et à la façon donc de comprendre l'organisation et les activités de l'organisation et une certaine vision de l'économie. Donc, c'est ça, c'est ce phénomène d'inversion du rapport entre la comptabilité et l'économie qui est au cœur en fait, de ce qui s'est passé dans les années 60 et qui est au cœur de la divergence de fond entre les IFRS et l'ISSB et l'approche d'Europe continentale historiquement. Et alors, du coup, ça conduit à la question, mais finalement, la comptabilité, fondamentalement, au-delà de son économicisation, c'est quoi? Eh bien, la définition que je veux retenir, et c'est celle qui guide justement le projet CARE et qui, à mon sens, est vraiment la vision qui doit inspirer justement la comptabilité, mais cette comptabilisation de l'économie, c'est-à-dire comment repenser l'économie sur des bases qui sont en accord avec les activités humaines dans leur réalité, c'est que la comptabilité, elle peut être définie comme l'architecture des activités humaines organisées. La comptabilité, c'est comment on fait tenir debout des activités humaines organisées, quelles qu'elles soient. Comment est-ce qu'on peut dessiner des plans de construction? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de plan de compte, par exemple, plan comptable. Comment est-ce qu'on a des agencements de certains éléments nécessaires à des activités organisées? En fait, l'architecture, son but, c'est de faire tenir des bâtiments, de faire tenir debout des bâtiments, quels que soient les bâtiments. C'est-à-dire, après, on peut faire une maison biscornue, ce n'est pas le problème. Tout le but, c'est de faire en sorte que ça tienne, en fait. Et donc, la comptabilité, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait tenir debout des activités humaines organisées. Donc, le projet CARE, en fait, derrière, ça va être justement de concevoir une nouvelle architecture des activités humaines organisées en prenant en compte justement des facteurs sociaux et environnementaux. Et donc,
J'aime beaucoup une citation qui est en lien, qui est une citation qui en fait vient des travaux du Corbusier notamment, qui est de dire l'architecture en tant que mise en forme de l'espace commun est un art éminemment politique. Étant donné que par l'architecture, on met en forme justement cet espace commun, puisqu'on fait une maison, mais on fait une autre maison et on construit en fait un espace commun, un espace collectif, forcément, il y a un débat politique à avoir. Eh bien, je dirais, en écho aussi à tout ce qui a pu être dit avant, que la comptabilité, en tant que mise en forme de l'espace commun organisé, c'est-à-dire en tant que mise en forme des activités de tous les jours dans les organisations, quelles qu'elles soient, entreprises ou organisations publiques, est un art éminemment politique et c'est ce qui a pu être mis en avant dans les interventions précédentes. Ce point-là est totalement justement absent, de cette vision de l'économicisation de la comptabilité auquel on assiste avec les IFRS et l'ISSB. Alors, du coup, maintenant, j'en arrive à partir de là à la question de l'extra-financier. Voilà, l'extra-financier, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, dans la vision néoclassique, qui est totalement majoritaire, c'est-à-dire qu'elle est majoritaire parce que, notamment, elle filtre via les IFRS et l'ISSB, mais elle est majoritaire aussi dans des projets alternatifs. En fait, dans on va dire la quasi-totalité, voire la totalité moins quelques exceptions, et notamment CARE, est basée, donc d'expérimentation de comptabilité socio-environnementale, est basée sur une vision néoclassique. Ce qui est par exemple fait, vous avez des travaux à Oxford, vous avez des travaux à Harvard là-dessus, entre autres pour signaler les grands travaux scientifiques. Vous avez l'integrated reporting, vous avez par exemple l'environmental profit and loss statement qu'on voit chez Kering, chez Novo Nordisk. Ces approches sont toutes basées sur des visions néoclassiques. C'est-à-dire que la vision néoclassique a vraiment été un raz-de-marée dans la compréhension de l'intégration de l'extra-financier. C'est un point vraiment essentiel, c'est-à-dire que souvent on peut dire qu'il y a des alternatives qui sont proposées à l'ISSB. En fait, ces alternatives n'en sont pas réellement parce qu'elles restent dans le giron de l'approche néoclassique. Dans cette vision-là, l'extra-financier est appréhendé de deux façons, de façon systématique. Premièrement, l'extra-financier est considéré comme une source de risque et d'opportunité pour l'actionnaire investisseur. Donc là, on est dans les questions de double matérialité sur lesquelles, je ne vais pas trop revenir là, mais sur lesquelles donc, on reviendra notamment le 10 juin. Donc, premièrement, l'entreprise, c'est en fait une société d'action propriétaire. Donc, la première chose, c'est que l'extra-financier peut remettre en question la maximisation du profit, voire ou améliorer la maximisation du profit. Deuxième angle fondamental, c'est que tout cela, la vision néoclassique, fonctionne sur des marchés qu'on considère comme étant parfaits et complets. Un marché complet, c'est un marché sur lequel, encore une fois, toutes les relations entre agents économiques sont médiatisables par le marché. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des défaillances de marché. Une défaillance de marché, c'est le fait que des relations entre agents économiques ne se fait pas par un marché. Je vais expliquer ce que ça veut dire. En fait, c'est là où arrive ce qu'on appelle la théorie des externalités, la fameuse théorie des externalités dont on parle de plus en plus en comptabilité durable. Et donc, l'autre façon d'intégrer l'extra-financier, ou plutôt la façon complémentaire de voir l'extra-financier, c'est selon des externalités. En fait, dans la vision néoclassique, vous n'avez que deux façons de voir l'extra-financier. C'est comme source de risque et d'opportunité pour l'actionnaire investisseur et comme source de défaillance de marché. Vous avez la célèbre citation de Stern qui dit « Le changement climatique est la plus grande défaillance de marché de tous les temps ». Et donc, ça veut dire que là, on est quand même sur un processus intellectuel extraordinaire. C'est-à-dire le changement climatique devient une défaillance de marché. Le changement climatique, fondamentalement, est un problème écologique. Ce n'est pas une défaillance de marché. Mais ça a été transformé par la doxa néoclassique en une défaillance de marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément une défaillance de marché? Eh bien, encore une fois, l'objectif dans toutes ces approches néoclassiques, c'est bien de maximiser la valeur actionnariale en prenant le marché fondamental, cette instance qui vole un peu dans l'air, comme étant une référence. Ce qui se passe, c'est que du fait de problématiques sociales ou environnementales, on peut avoir donc, encore une fois, un marché qui ne fonctionne pas correctement. Une externalité peut apparaître. Une externalité, c'est un désavantage ou un avantage en termes de bien-être utilitariste imposé par des agents économiques à d'autres agents économiques, humains purement, en dehors du marché. Je donne un exemple très rapide pour bien comprendre le problème.
Admettons que vous avez une entreprise qui émet des gaz à effet de serre. En fait, l'émission des gaz à effet de serre va avoir un impact sur le climat. Cet impact sur le climat n'est en fait, n'est même pas enregistré d'un point de vue néoclassique. Pourquoi? Parce que, et ce n'est même pas une externalité, parce que le climat n'est pas un agent économique. Comme je l'ai dit, c'est un des présupposés de la vision néoclassique, il n'y a que des humains qui sont des agents économiques. Le fait de polluer le climat, en fait, simplement à ce stade-là, pour le dire de façon très, très franche et directe, on s'en fout. Le climat, on s'en fout. Ce qui va se passer, c'est que par contre, en émettant ces gaz à effet de serre, donc ça va amplifier le changement climatique, et ce changement climatique va avoir une répercussion ensuite indirecte sur le bien-être de certains êtres humains. Et donc, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va parler en fait d'une externalité. C'est-à-dire que l'entreprise, via la pollution du climat, et donc c'est vraiment indirectement, va créer un désavantage en termes de bien-être à un autre agent économique. Et on a une externalité parce que donc il y a ce phénomène-là, et que du coup, cette relation qui se crée entre l'entreprise et la personne qui a une perte de son bien-être, en fait, n'est pas médiatisée par le marché. Pour le dire autrement, il n'y a pas de compensation qui est faite de cette perte de bien-être par l'entreprise. Donc là, on a une situation où il y a une relation qui se crée entre deux agents économiques, mais qui n'est pas médiatisée par un marché. Vous n'avez pas un marché pour compenser cette perte de bien-être. Et donc, c'est ce qu'on appelle une externalité. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas très important en fait, de faire la distinction entre une externalité et l'impact réel sur le climat. En fait, c'est fondamental. J'y reviens rapidement tout à l'heure, juste après. Parce que, en fait, là, dans cet interstice entre l'externalité et l'impact réel, vous avez les sciences écologiques, la bioéconomie montrent que ce n'est pas équivalent. Et si on raisonne simplement en externalité et non pas en impact réel, en fait, on peut démontrer qu'on n'est pas en mesure de garantir la préservation écologique sur une base scientifique. Et donc, dans cette vision-là, en fait, on va donc prendre en compte uniquement la question du bien-être des agents économiques impactés, ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est l'impact sur le bien-être des parties prenantes. Donc, la nature est une source complémentaire pour maximiser la valeur actionnariale en intégrant de nouveaux risques et opportunités et en intégrant ces externalités. Du coup, on va avoir un déploiement qui est très clair. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux qui montrent le déploiement en fait, en différentes phases de la finance néoclassique qu'on va appeler durable et du coup de la comptabilité en lien, la comptabilité extra-financière néoclassique. La première phase, ça va être d'intégrer l'extra-financier sur la position risque-opportunité. Ça, on en est actuellement dans la phase de l'ISSB. C'est exactement donc, ce que l'ISSB est en train de faire déjà sur la partie climat. C'est ce qu'on a aussi dans Integrated Reporting, c'est ce qu'on a dans SASB aux États-Unis, etc. La deuxième phase va être d'intégrer les externalités déjà négatives. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai donné sur le climat, vous polluez et vous créez un désavantage sur le bien-être d'un agent économique. Et la troisième phase, ce sera l'intégration de toutes les externalités à la fois négatives ou positives, c'est-à-dire positives. C'est que là, l'entreprise crée un avantage, donc crée en fait plus de bien-être directement ou indirectement sur des agents économiques. Donc, si vous voulez, d'un point de vue théorique, là, dès que vous êtes dans une intégration d'extra-financier sur une base risque-opportunité et d'externalité, vous êtes dans la vision néoclassique. Donc, ça englobe l'approche de l'ISSB, mais ça englobe énormément d'autres approches, en fait, la majorité des approches actuelles de la comptabilité extra-financière. Et donc, ce que j'expliquais, et c'est ce point-là qui est fondamental, c'est qu'est-ce que, du coup, on peut dire de ces approches du point de vue d'une analyse en termes de sciences écologiques et en termes de bioéconomie. Eh bien, on peut montrer que l'approche que je viens de montrer, que je viens de décrire, c'est-à-dire en risque-opportunité sur la valeur actionnariale plus intégration des externalités, tout ça, si on va au maximum du maximum, donc bien au-delà même de la posture de l'ISSB, eh bien, ce n'est toujours pas compatible avec la préservation des écosystèmes. Ces résultats sont malheureusement peu connus, voire inconnus dans le cadre de la finance et de la comptabilité durable. Et c'est le rôle aussi du CRCES de mettre en évidence cette problématique. Quand on fait une analyse réellement scientifique sur des bases écologiques et de bioéconomie,
on ne peut réellement pas être raccord avec cette approche globale. Donc, derrière le projet de l'ISSB, mais même au-delà, derrière la plupart des initiatives internationales, il y a quelque chose qui est déjà pas raccord avec la réalité de tous les jours de l'entreprise, mais qui n'est pas raccord avec la réalité des sciences écologiques et de ce que disent les modèles bioéconomiques. Et ça, encore une fois, ça alimente extrêmement peu les débats sur la normalisation extra-financière. Il faut savoir que dans le processus de normalisation extra-financière, que ce soit du côté ISSB, mais malheureusement aussi du côté européen, il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas de bioéconomistes qui peuvent expliquer ça, malheureusement. Et alors, j'ai quasiment fini dans 5 minutes qui restent. La question, c'est, existe-t-il d'autres possibilités? Et c'est là où arrive justement la question de CARE. En fait, l'intégralité du projet CARE, et je parle à dessein du projet et pas simplement du modèle, c'est justement de reprendre les choses depuis le départ et de dire, mais en fait, déjà, encore une fois, la finance et la comptabilité ne se sont pas basées sur des visions néoclassiques, ne se sont pas basées sur une économicisation de la comptabilité. Donc déjà, on peut repartir d'une autre vision. Deuxièmement, en fait, donc on peut repartir de l'architecture classique que l'on concevait des activités humaines organisées. Et la deuxième chose, c'est de dire, en fait, on doit intégrer des questions de préservation socio-environnementale sur des bases scientifiques et écologiques. Et donc, c'est ça qui est derrière CARE. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. D'ailleurs, au passage, ça me permet de dire que sur le site du CERCES, vous avez un onglet maintenant où est intégralement mis, et ce sera mis à jour régulièrement, donc les informations sur CARE, où en est donc le projet CARE, où en est les méthodes, le modèle, la méthode, le modèle. Vous aurez il y a des références, il y a tout un tas d'informations en fait, et c'est là où sera officiellement donc intégré tout le développement derrière CARE. CARE, en fait, pour être clair, englobe à la fois, c'est-à-dire que le projet qui est derrière CARE englobe à la fois l'étude systématique de toutes ces approches financières, c'est-à-dire l'étude critique de ce que je viens d'expliquer, l'analyse notamment critique de l'approche néoclassique, donc en mobilisant sciences écologiques et modèles bioéconomiques, et derrière, ce que l'on peut en déduire méthodiquement de comment on repense une architecture comptable au niveau des organisations et même en fait au niveau de l'économie, et quelles sont les conséquences méthodologiques et opérationnelles. Alors, souvent, l'approche méthodologique est souvent confondue simplement avec CARE, mais j'insiste sur le fait que CARE, c'est vraiment toute cette relecture, cette compréhension de comment on repose les bases de l'économie sur une base d'une architecture des activités organisées, donc une comptabilisation, une vision comptable de l'économie. Comment est-ce qu'à partir de là, on part sur une architecture des activités humaines organisées qui soit conforme à des attentes scientifiques, écologiques. Et du coup, justement, pour terminer et rebondir sur, encore une fois, ce qui a été dit, pour savoir à partir de là, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que ça permet d'alimenter, qu'est-ce que ça permet de faire dans le débat. Eh bien, si je rassemble aussi ce qui a pu être précisé dans les interventions précédentes et ce que l'on sait actuellement sur la posture de l'Union européenne, on se rend compte que l'Union européenne tend à s'inscrire dans les principes suivants. Premièrement, et ça a été une demande du plan d'action européen pour la finance durable, c'est dans le rapport inaugural du plan d'action, c'est une intention de convergence entre financier et extra-financier. On n'y est pas encore, mais ça revient d'ailleurs au point que Hervé mentionnait, c'est-à-dire cette convergence entre financier et extra-financier pour avoir une intégration. Une connexion justement entre financier et extra-financier sur la base des coûts. Ça, l'approche d'Europe continentale est une approche sur la comptabilité traditionnelle, par les coûts. Et ça se voit matériellement, notamment, par exemple, juste à titre indicatif, dans la norme ESRS E1, c'est-à-dire la norme technique de CSRD consacrée au climat, où vous avez en fait un volet qui est volontaire pour l'instant, sur des plans d'action à structurer donc au niveau climatique et les coûts et dépenses attenantes à ces plans d'action. Vous avez la même chose dans l'article 8 de la taxonomie des activités durables, où là, dans l'article 8, il est demandé de donc chiffrer un pourcentage des dépenses d'investissement et des dépenses d'exploitation correspondantes aux activités dites durables. Vous avez aussi une volonté de structurer et normaliser la qualité de forme de l'information extra-financière, c'est-à-dire d'avoir une qualité de plus en plus
crédible. Et là, c'est très proche de la reliability, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information objective et le marché n'existe pas pour fournir l'information objective. Il y a une nécessité, par contre, de créer les possibilités de vérificabilité de l'information. De plus, il y a une mise en place d'objectifs pour structurer cette information, et ça se voit de plus en plus dans CSRD, avec aussi des termes qui apparaissent, par exemple, dans la normalisation, dans la taxonomie des activités durables, avec la notion d'état écologique, de bon état écologique qui apparaît de plus en plus. Et puis, vous avez donc cette fameuse prise en compte de la double matérialité. Et donc, en fait, on peut dire que l'Union européenne reste fondamentalement inscrite dans une approche assez traditionnelle de la comptabilité et finalement de la finance, sans forcément le dire, avec une volonté qui est affichée d'être sur des préservations écologiques fortes. Donc, on a des divergences absolument de fond avec l'ISSB. C'est absolument faux de croire qu'on va avoir un rapprochement possible, au-delà, en fait, d'un certain irénisme de bon teint et de certaines déclarations qui, parfois, sont plus stratégiques qu'autre chose, notamment en écho avec le débat sur le fait que l'ISSB peut être un rouleau compresseur qui met en défaut, malheureusement, le processus de normalisation de l'Union européenne. Et du coup, comment est-ce que les travaux du CERCES, comment est-ce que CARE se positionne par rapport à ça? Eh bien, par rapport à tout ce que j'ai dit, il faut voir que CARE peut être appréhendé, et c'est bien tout le rôle du CERCES aussi qui va être là-dessus, comme potentiellement aussi un cadre de pensée et un cadre aussi scientifique pour avancer justement sur cette vision européenne, aider aussi à structurer, solidifier à terme, apporter des éléments dans le débat qui soient conformes justement à cette vision de l'Union européenne et qui permettent d'avoir, en fait, entre guillemets, chez Maniement, des billes pour contrer le projet de l'ISSB. Et donc de créer aussi une autre géopolitique de la comptabilité pour revenir sur les fondements de ce qu'est l'approche traditionnelle de l'Union européenne et être en mesure justement d'apporter un regard multidisciplinaire, un regard scientifique sur ce que devrait être la comptabilité écologique et comment donc apporter véritablement contrer en fait ce qui est en train de se passer vis-à-vis de l'ISSB. Donc c'est dans cette vision-là que s'inscrit les travaux du CERCES et de s'inscrit le projet CARE. Donc c'est sur cette base-là que peut-on justement arriver à proposer autre chose et à reconfigurer quelque chose à suivre. On verra par la suite. Merci de votre attention.